Nous avons préparé ce programme. Nous souhaitions vous parler des produits de consommation courante. Et donc, à l'instant, on vous a parlé de ce conservateur, la même unité qu'on trouve dans différents types de produits au quotidien. Et j'ai demandé aussi donc à Isabelle de nous parler d'un sujet qui vraiment l'intéresse énormément, qui est celui des parfums d'intérieur, des désodorisants d'intérieur. Et je lui laisse la parole. Donc, les désodorisants d'intérieur, c'est un sujet extrêmement vaste, vous allez le voir. Donc, j'ai limité mon propos à simplement une partie de ces désodorisants. C'est devenu un vrai sujet sociétal, puisque dans les rayons des supermarchés, il y a des linéaires entiers de marques différentes et variées, avec des systèmes différents et variés, sans parler de toutes les marques petites sociétés qui sortent leurs produits nettoyants, désodorisants, désinfectants, etc. Et donc, c'est un peu compliqué pour s'y retrouver. Donc, je vais essayer de vous faire un rapide tour d'horizon de ces désodorisants d'intérieur. Alors, qu'est-ce que le Larousse nous dit quoi? Un désodorisant, c'est un produit de synthèse, donc qui va combiner un certain nombre d'éléments, qui va diffuser un parfum qui est destiné à supprimer ou à masquer une odeur ambiante désagréable. Donc le mot masquer est important parce que la majorité des désodorisants auxquels nous avons accès masquent les odeurs plutôt que les enlèvent. Ce qui paraît complètement une évidence. Quand vous rajoutez une odeur à une odeur, vous sentez la bonne odeur, mais l'odeur précédente n'a pas disparu de l'air ambiant, ce qui est une évidence. Alors, l'historique du parfum. Parfum, ça vient du latin perfumum, par la fumée, puisque les premiers parfums, les premières odeurs agréables ont été obtenues par nos ancêtres qui mettaient des bois, des résines, des végétaux divers et variés dans leur feu pour donner une bonne odeur à leur environnement. Et l'utilisation des parfums, les Égyptiens ont été je ne suis pas une spécialiste de l'histoire du parfum, hein, je vous le dis tout de suite, mais j'ai un petit peu cherché à savoir comment ça s'était passé depuis l'Antiquité. L'utilisation donc de ces parfums a été surtout religieuse par les Égyptiens tout au départ. Ça permettait de communiquer avec les dieux et également ça permettait aux défunts de rejoindre les dieux dans l'au-delà. Et c'est pour ça que les Égyptiens parfumaient beaucoup leurs momies. Ils fabriquaient leurs parfums et leurs encens à partir de fleurs, hein, diverses fleurs, à partir de résines. Hein, la térébenthine, la myrrhe étaient avec l'encens, la myrrhe, l'or et l'argent étaient les quatre présents des rois mages. Donc on a un historique quand même assez diffusé dans l'imaginaire collectif de ces parfums. Les utilisations étaient religieuses, bien entendu. C'était aussi un outil de séduction. Donc voilà, on se parfumait pour plaire. Je pense qu'on doit continuer aussi de parfumer, encore à l'heure actuelle, pour plaire. Ou tout au moins pour ne pas déplaire par une odeur désagréable. Ils parfumaient leurs intérieurs parce que ça leur permettait de vivre comme les dieux, puisqu'ils imaginaient qu'au pays des dieux, tout était parfumé. On peut imaginer une sorte de jardin d'Éden avec des odeurs très agréables. Et donc, ils se rapprochaient comme ça de la divinité, des divinités auxquelles ils étaient attachés. Les parfums ont eu aussi des vertus thérapeutiques, hein, bien entendu, qu'ils ont utilisées beaucoup, en Égypte en particulier, et également des vertus hygiéniques pour se laver, pour se laver les cheveux, etc., pour avoir une meilleure odeur corporelle. Et puis, les parfums ont été également très utilisés par nos ancêtres romains. Ensuite, il y a eu une désaffection totale de tout ce qui était parfumé au Moyen-Âge, qui était quand même une période un petit peu obscurantiste. Et ensuite, les parfums sont revenus sur le devant de la scène à partir de la Renaissance. Et donc, on les connaît depuis, évidemment,
sous diverses formes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise comme désodorisant? Je ne parlerai pas des parfums qu'on utilise pour l'hygiène et la santé, mais uniquement des parfums d'ambiance. Alors l'encens, c'est une résine. La résine d'un arbre qui s'appelle le Boswellia, mais il y a d'autres arbres dans cette catégorie qui permettent également d'obtenir de l'encens. Le papier d'Arménie, qui est un papier enduit de résine, non pas d'Arménie, mais de benjoin du Laos, qui est également utilisé relativement couramment dans nos sociétés. Les huiles essentielles. Alors, les huiles essentielles, ce ne sont pas des huiles. Il n'y a pas du tout de corps gras dans les huiles essentielles. C'est un liquide concentré hydrophobe qui est obtenu à partir de plantes par différents mécanismes d'extraction. Donc, les principaux étant l'extraction mécanique et la distillation à sec. Et ces liquides huiles essentielles contiennent des composés aromatiques volatiles qui proviennent de la plante et qui donnent donc leur odeur à ces huiles essentielles. Ils sont soumis à une norme ISO 9235 et à un certain nombre de réglementations par l'ANSM en particulier. Et enfin, les substances de synthèse qui sont donc une fabrication chimique de produits qui sont parfumés et qui reproduisent l'odeur de la lavande, de la rose, etc. Alors les systèmes de diffusion dans l'intérieur, il y en a un certain nombre. Les bougies parfumées, les diffuseurs de parfums, qu'ils soient automatiques ou non, les brûleurs de parfums. J'avais peur de tomber, excusez-moi. Les diffuseurs d'huiles essentielles, donc, qui sont très à la mode depuis maintenant 8, 10, 15 ans peut-être, je ne sais plus. Les aérosols ou les pulvérisateurs sur lesquels je vais m'attarder. Les bâtons d'encens, bien entendu, et le fameux papier d'Arménie. Alors voici un diffuseur d'huile essentielle, voici un brûleur de parfum, donc vous voyez qu'il y a une combustion, et voici une petite prise qui diffuse automatiquement du parfum, soit quand on passe devant, soit de façon régulière dans la journée. J'ai pas de photos de pulvérisateur et d'aérosol, parce que vous savez ce que c'est bien évidemment, et puis surtout parce qu'ils ont tous leur marque qui est très évidemment qui est très évidente et que je ne pouvais pas les masquer. Donc, pour ne faire de publicité ou de contre-publicité à personne, je me suis abstenue. Alors, les désodorisants en spray et aérosol. Un spray, c'est un vaporisateur qui va expulser des fines particules par action mécanique d'une pompe, alors que l'aérosol, évidemment, contient un gaz qui est soit comprimé, soit liquéfié, qui va permettre la propulsion du produit à l'extérieur. La loi impose pour les aérosols la mention récipient sous pression à protéger contre les rayonnements solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 degrés, bien entendu pour des problèmes d'inflammabilité et éventuellement d'explosion. Alors il y a une petite confusion qui est souvent faite dans l'esprit du public, c'est que en anglais aérosol se dit spray. Donc effectivement c'est un petit peu compliqué parfois de faire la différence. Alors, que contiennent ces sprays et ces aérosols? Ils contiennent bien entendu des composés organiques volatiles qui sont soit naturels, soit de synthèse. Ces composés organiques volatiles, on les retrouve bien entendu pas seulement dans ces produits aérosols, mais dans de multiples substances, qu'ils soient d'origine biologique ou anthropique. Alors, un volcan, par exemple, émet des composés organiques volatiles, un feu émet des composés organiques volatiles, et l'activité humaine, évidemment, est un gros producteur de ces composés organiques volatiles par tous les matériaux de construction, en particulier les peintures, les sols, les cols, etc., etc. Donc ça, on en parle suffisamment souvent et depuis suffisamment longtemps. Qu'est-ce qu'un allergène? Un allergène, alors pour ne pas aller dans trop de détails, c'est une substance biologique ou chimique, donc biologique, un pollen par exemple, ou un allergène de chat, ou chimique, la méthylisothiazolinone par exemple, qui ont une propriété particulière, c'est de provoquer une réaction immunologique chez des patients des individus qui sont sensibilisés, c'est-à-dire qui ont déjà eu un premier contact avec cette molécule et qui se sont sensibilisés à la molécule. Le deuxième contact, c'est pas forcément le deuxième, le deuxième contact théorique va déclencher la réaction allergique, et donc ça va aboutir à des réactions qui sont le plus souvent respiratoires ou cutanées, comme on l'a vu dans le cas de la méthylisothiazolinone.
Ces produits contiennent également de l'éthanol pour la majorité d'entre eux, qui est de l'alcool à 96 degrés et qui peut aller jusqu'à 84% du produit fini, ce qui explique les allégations qui sont souvent sur ces produits virucides, bactéricides, fongicides, etc. Effectivement, si vous pulvérisez sur une surface, quelle qu'elle soit, un produit avec de l'alcool à 96 degrés, vous avez de fortes chances de tuer tous les virus et toutes les bactéries qui sont présents. Et enfin, un gaz propulseur pour ce qui est des aérosols. Alors, pour revenir sur les COV, donc les sources de production, je vous en ai déjà parlé. Il y a l'industrie aussi, évidemment, l'industrie qui fabrique tous ces éléments qui nous entourent, ici, dans nos bureaux, dans nos maisons, etc., dans nos voitures. Bien entendu, produisent des COV et la dégradation donc, des fameux produits de synthèse, peinture, matériaux de construction, colle, produits d'entretien, etc. Les solvants, à eux seuls, représentent 45% des émissions de composés organiques volatiles. Donc c'est énorme, hein, c'est une proportion très très importante. J'en vous en cite quelques-uns, le benzène, le toluène, l'éthanol, l'acétone, le formaldéhyde, dont on a parlé tout à l'heure et qui est également un allergène qui était ajouté comme conservateur dans un certain nombre de produits cosmétiques et d'entretien et qui a été peu à peu abandonné en raison de ses propriétés allergènes pour être remplacé par un autre allergène qui est la méthylisothiazolinone. Les COV ont des impacts évidemment sur la santé individuelle. Les COV augmentent la production d'ozone. L'ozone dans l'air que nous respirons est un ozone toxique, irritant pour les voies respiratoires, à ne pas confondre avec la couche d'ozone qui nous protège des rayonnements ultraviolets. Certains COV, pas tous, hein, mais certains ont des toxicités directes. J'ai pris que l'exemple du benzène, qui est à la fois reprotoxique, mutagène et cancérogène avéré. Donc, on pourrait imaginer que ce produit soit définitivement interdit à l'utilisation, mais ça n'est pas le cas. Et certains sont des allergènes avérés, en particulier le formaldéhyde. Il est très probable que d'autres COV aient des propriétés allergènes. C'est très compliqué de faire la part des choses, dans la mesure où ce sont des produits contenant de multiples substances. Donc, quand un patient réagit à un produit pour faire le tri dans toutes les substances auxquelles il a réagi, il faudrait pouvoir déjà les tester. Et comme nous le disait tout à l'heure Jean-François Fontaine, nous n'avons pas forcément tous les tests à notre disposition. En plus, ce sont des produits irritants, toxiques. Donc, c'est très compliqué de poser sur la peau des gens des produits qui sont irritants et toxiques, avec une autorisation, évidemment, des autorités de santé d'utiliser de tels produits. Donc c'est un petit peu compliqué de montrer, en tout cas en réalité de vie humaine, l'allergénicité de ces produits chimiques. Au niveau de l'environnement, bien sûr, les COV ont un impact non négligeable. Ce sont des polluants directs pour les végétaux, les animaux, les hommes, évidemment. Et ils ajoutent à l'effet de serre en étant des précurseurs d'ozone. Donc, effet de serre qui est majoritairement lié à la combustion des carburants fossiles. Mais ça ne fait que rajouter. Alors, que provoque l'inhalation et le contact de ces substances? Alors, autant la méthylisothiazolinone est vraiment un allergène avec un tropisme cutané, puisqu'elle est beaucoup retrouvée dans les produits qu'on applique sur la peau, autant les produits pulvérisés dans l'air, les désodorisants, ne sont pas faits pour être appliqués sur la peau. Donc, évidemment, on va retrouver plus de pathologies respiratoires que de pathologies cutanées. Ils ont donc une toxicité directe, par exemple le benzène dont je viens de vous parler, le naphthalène également. Ça provoque une inflammation non allergique, une inflammation par irritation des voies respiratoires et des muqueuses. L'acroléine, par exemple, est un très fort irritant à la fois cutané et muqueux. Les muscs de synthèse sont également des irritants pour les voies respiratoires. Des réactions allergiques, évidemment, pour les
patients sensibilisés, comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde ne peut pas être allergique, hein. Même si 30% de la population occidentale est actuellement impactée par un phénomène allergique à un moment de son existence, il y a quand même 70% des gens qui ne le sont pas. Donc, ces patients sensibilisés peuvent ressentir des rhinites, des conjonctivites, de l'asthme, de la toux en contact avec ces produits. Et enfin, les réactions allergiques cutanées, donc eczéma de contact urticaire et œdème du visage. Vous avez vu tout à l'heure la photo de cette petite fille qui avait été en contact indirect, hein, puisque c'était aéroporté avec la méthylisothiazolinone. On peut imaginer qu'un certain nombre d'autres produits allergènes soient présents dans ces produits désodorisants pulvérisés. Alors, l'effet désodorisant, bien entendu, est obtenu grâce aux parfums, qui sont soit naturels, soit de synthèse. Il y a plusieurs études qui ont été faites, qui ont exploré un petit peu les compositions d'un certain nombre de ces produits. Alors, c'est impossible de les explorer tous, tellement il y en a. Mais sur un échantillon de 12 désodorisants, on a retrouvé entre 2 et 14 allergènes dans ces échantillons, qui de plus contenaient pour le plus vertueux 1 composant et pour le moins vertueux 23 composants indésirables, donc qui ne sont pas forcément des allergènes, mais qui sont des produits qui sont ou irritants ou toxiques ou modificateurs endocriniens, etc., etc. Parce qu'on sort évidemment avec toute cette chimie, on sort de l'allergène. L'allergène, au départ, l'allergène, c'est quelque chose de plutôt biologique, hein, les chats, les pollens, les acariens, etc. Là, on rentre dans le domaine de la chimie et l'impact, autant un chat n'a pas d'autre méfait que de donner des allergies ou de griffer éventuellement, autant les produits chimiques peuvent avoir d'autres impacts sur la santé que celui d'être allergène ou irritant respiratoire. Alors voilà la liste des 26 allergènes qui sont à déclaration obligatoire et qui sont des parfums, hein, qui sont des substances parfumantes pour la majorité d'entre eux. Quand tout à l'heure je disais que c'était un peu compliqué de lire les étiquettes, voilà, ça vous en donne un exemple ici. Les allergènes qui ont été retrouvés dans l'échantillon des 12 désodorisants qui ont été étudiés, vous voyez qu'ils font tous partie de la liste précédente. Et celui qu'on retrouve le plus souvent, c'est le limonène. C'est un de ceux qui est le plus couramment retrouvé, enfin en tout cas le plus ubiquitairement, je vais y arriver, retrouvé. Le linalool aussi, le citronellol, enfin il y en a plein. Parce qu'en fait, les odeurs de citron et les odeurs de pin sont les odeurs qui sont les plus attractives, je pense, pour les consommateurs, parce que ça donne une idée de fraîcheur, de forêt, etc., de garrigue, de ce qu'on veut. Donc ces produits sont les plus utilisés. Alors, je ne vais pas vous enquiquiner avec des quantités d'études. Il y en a eu quelques-unes, il n'y en a pas assez, hein, des études scientifiques sur les effets des huiles essentielles ou des parfums de synthèse. Frédéric Deblay, qui est allergologue, pneumologue et allergologue, chef de service aux hôpitaux de Strasbourg, qui s'intéresse beaucoup à la qualité de l'air, a fait une étude très... pas du tout sur des individus, mais purement sur un produit. Donc il a utilisé un pulvérisateur qui contient 48 huiles essentielles, que je ne nommerai pas. Il a fait le choix du fabricant qui était de pulvériser 4 pulvérisations dans une pièce de 9 mètres cubes. Alors c'est pas une très grande pièce, mais bon... on peut extrapoler un petit peu à une chambre. Il a mesuré le limonène, qui était donc une des 48 substances présentes, et encore même une des huiles essentielles, mais pas une des 48 substances, par photoionisation. Il a mesuré également le limonène par pesage. Donc le produit contenait au départ 4,5% de son poids total en limonène, et il a renouvelé le test 3 fois pour avoir des mesures qui soient fiables. Les résultats sont les suivants. La masse de limonène qui a été mesurée par pesage était d'environ 58 mg.
donc quand on a eu pulvérisé ces quatre pulvérisations. Dans 9 mètres carrés, la concentration théorique devrait être de 6,4 mg par mètre cube. Or, la mesure directe de limonène montre, vous voyez, qu'elle est pratiquement 3 fois supérieure, 15 mg par mètre cube. Sachant que des études préalables avaient montré qu'une concentration de 5 mg par mètre cube provoquait des réactions de bronchospasme, donc de bronches qui se resserrent chez les patients asthmatiques, pas chez un patient tout venant, chez les patients asthmatiques. Donc là, on est déjà à 3 fois la concentration minimale qui provoque un bronchospasme. Voilà, donc c'est cette étude que j'ai retrouvée. J'ai retrouvé également un article qui est paru dans l'ERS journal, qui est une revue systématique de la littérature, où ils ont essayé de passer en revue l'intégralité des articles qui sont parus sur ces problèmes d'exposition aux composés organiques volatiles. Donc, en préambule, dans cette étude, il était constaté que plusieurs études longitudinales de cohorte, toujours le même principe, on prend des enfants à la naissance ou très petits et on les suit pendant un certain nombre d'années avec des critères particuliers et on regarde dans quel environnement ils vivent et quel est l'impact de cet environnement sur tous éléments confondus, pas seulement l'environnement respiratoire. On regarde ce que ça implique sur le déclenchement ou d'une allergie ou d'un asthme. Et il y a un lien solide entre l'exposition aux composés organiques volatiles, l'asthme et l'allergie dans l'enfance. C'est une certitude absolue. En revanche, sur les 8455 publications qu'ils ont passées en revue, 53 seulement ont satisfait aux critères d'inclusion, parce qu'en fait, les études sont souvent sur des très petits nombres, donc elles n'entrent pas dans les critères statistiques. Il y a souvent des biais de recrutement, des biais de calcul, des biais qui sont souvent malheureusement inhérents à ce genre d'études, et puis des études qui sont extrêmement disparates. Donc c'est difficile de faire une synthèse sur des études très très disparates en lieu, en âge, en taille de population, enfin c'est assez compliqué. Donc il y a quand même 53 études qui ont permis, et bien voilà, la conclusion, c'est qu'il y a autant d'études qui sont en faveur d'un lien entre le développement, je dis bien le développement du terrain allergique ou l'aggravation d'un asthme ou d'une allergie préexistant que l'inverse. Donc vous voyez, la moitié qui dit il y a eu un lien et l'autre moitié qui dit il n'y a pas de lien. Donc ça nécessiterait des études effectivement complémentaires, mais c'est difficile, donc en raison effectivement de ce que je vous disais, la multiplicité des substances qui sont contenues, sans parler de l'interaction des substances avec d'autres éléments de l'environnement, et puis les causes multifactorielles de l'allergie et de l'asthme. L'allergie et l'asthme, c'est pas une cause, c'est de multiples causes, des causes génétiques, des causes épigénétiques, je vais vous en parler dans un instant, des causes environnementales, l'alimentation, les médicaments, les vaccins, enfin, c'est extrêmement complexe, donc ces études sont très compliquées à mener et donc bon, on espère que d'autres études seront faites, mais c'est vrai que ça intéresse de plus en plus les gens qui s'occupent d'allergie et d'asthme. Alors pourquoi ce petit mot sur l'épigénétique? Tout simplement parce que on sait maintenant que alors l'épigénétique, c'est pas la modification d'un gène, c'est pas un gène qui va perdre une séquence d'acides aminés, c'est pas un gène qui va être modifié pour, comme dans une maladie génétique à transmission comme la mucoviscidose ou les innombrables maladies génétiques que l'on recense actuellement. C'est simplement des très très petites modifications chimiques de toutes petites parties, de molécules, de toutes petites parties d'acides aminés qui, du coup, engendrent un changement dans l'information que va donner ce gène, un tout petit peu modifié. Et on sait que les modifications épigénétiques sont en cause, entre autres, dans l'induction de l'asthme et de l'allergie. Et ces modifications épigénétiques, évidemment, sont influencées par notre environnement et elles se passent in utero. Donc, en fait, c'est le fœtus, l'embryon, le fœtus, qui voit son patrimoine génétique un tout petit peu modifié et c'est ce qui va ensuite déclencher le phénomène allergique. Et
de nombreuses études, alors là il y en a vraiment beaucoup, parce que beaucoup de chercheurs se sont attachés à montrer les liens entre l'environnement et ses modifications épigénétiques, et on sait que la fumée de tabac est le polluant le plus impactant sur ces modifications, et donc sur le déclenchement, le développement de l'asthme et des allergies chez l'enfant, mais également la pollution de l'air et un certain nombre de polluants qu'on retrouve dans notre environnement. Alors, je reviens au désodorisant qui avait été épluché à la loupe par donc 60 millions de consommateurs, et c'est paru au mois de juin 2018. Dans les 12 produits, pour résumer, 6 produits sont acceptables. Un ne contient aucune substance allergisante, mais une seule substance indésirable, donc on peut dire que c'est plutôt un produit vertueux. Il est en spray, donc il ne contient pas non plus de gaz propulseur, et donc n'est pas inflammable, etc. Six autres produits, pardon, j'ai mis substance, je me suis trompée. 6 autres produits sont inacceptables, dont un contient 18 substances indésirables et 3 substances très allergisantes, sans aucune mention de peut donner des allergies. C'est absolument invraisemblable. Les teneurs en ingrédients très allergisants vont de 0 dans le premier à plus de 3000 microgrammes par mètre cube, et les teneurs de COV vont de 500 à plus de 3000 microgrammes par mètre cube. On sait qu'à 2500 microgrammes par mètre cube, les COV commencent à être extrêmement irritants pour les voies respiratoires. Alors en conclusion, vivre dans une ambiance agrémentée d'une bonne odeur est tout à fait un désir respectable. On préfère que ça sente bon dans la cuisine plutôt que ça sente le poisson frit ou la raclette ou que sais-je dans son appartement ou dans son bureau. Les moyens de désodoriser, donc que ce soit les aérosols ou les combustions, je n'ai pas parlé des combustions, mais évidemment les combustions génèrent un nombre de polluants et d'allergènes également très importants, les bougies, l'encens, etc. Mais je ne pouvais pas traiter de tous ces produits. Génèrent des particules qui, pour certaines d'entre elles, sont très petites, et donc en dessous de 2,5 microns pénètrent dans les poumons, et ce sont elles qui sont dangereuses, et sont également générateurs de composés organiques volatiles, qui sont des irritants, des allergènes, des modificateurs endocriniens, voire des cancérogènes avérés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Ce qu'on fait pour l'instant, en tout cas je pense que mes collègues allergologues seront d'accord avec moi, quand on est, nous n'avons affaire qu'à, si j'ose m'exprimer ainsi, des allergiques et ou des asthmatiques, on proscrit l'utilisation de ces produits en aérosol ou en combustion, parce qu'on veut limiter les risques pour ces patients de déclencher des crises d'asthme ou d'aggraver leur état allergique. Quand on ne l'est pas, donc 70% de la population quand même, au minimum, il me semble que ce serait, on en revient à la même question que tout à l'heure avec la méthylisothiazolinone, ce serait d'informer les consommateurs par un étiquetage adéquat avec la présence des allergènes, les émissions de COV, les conditions d'utilisation et les mises en garde. Il est sur les produits que j'ai tous regardés à la loupe, après les avoir achetés moi-même dans un supermarché. Les étiquettes sont toutes petites, encore plus petites que sur les produits de cosmétiques ou d'entretien. Et effectivement, c'est juste impossible de lire les compositions. Et même les pictogrammes de dangerosité, par exemple d'inflammabilité, pour ne pas parler que d'allergie, ne respectent pour la majorité d'entre eux pas la taille légale. Donc, alors évidemment, ces contraintes de packaging sont inhérentes à la taille de ces produits qui sont tous petits, voire très très petits. Quand vous voyez les toutes petites dosettes de parfums qui sont dans les prises, c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer qu'on joigne une notice avec tous les ingrédients écrits à côté. Enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'on peut imaginer. C'est vrai que ça doit être très compliqué pour les fabricants. Mais c'est vrai qu'il y a une réflexion quand même à mener là-dessus pour au moins que les personnes qui les utilisent et qui peuvent les utiliser parce qu'ils n'ont pas de problème particulier, au moins soient informées de manière objective et facile.
Et je conclurai avec notre maître à tous, Hippocrate, primum non nocere. Je vous remercie de votre attention. Merci Isabelle de cette conférence. Malheureusement, Isabelle, pour les émissions de COV, la réglementation est passée par là et il n'y en aura pas. Il n'y aura pas, non, d'étiquetage sur les émissions de COV. Je parle des bâtons d'encens, des bougies parfumées et autres. Il y aura simplement un pictogramme qui dit qu'il faut aérer pendant qu'on utilise ces produits, mais on n'aura pas la connaissance du consommateur sur les émissions de COV. Voilà. Et la réglementation, je crois, est sortie cette année et sera applicable début de l'année prochaine. D'accord. Bon. Voilà. Donc je dis, c'est bien dommage. Ben oui, avec bien tous les dommage. travaux qu'on a pu faire dans les miens il y a déjà quelques années, pour montrer les émissions, notamment de formaldéhyde et de benzène et de particules fines par rapport à ces produits de combustion, là je parle maintenant de la combustion, et bien malheureusement il n'y aura pas d'étiquetage, et ça sera simplement une notion de mise en garde d'aération pendant l'utilisation de ces produits. C'est un moindre mal. Et, le ministère a décidé de ne pas suivre les travaux qui ont été faits, en particulier les derniers travaux par l'INERIS sur ce sujet. Ils ont décidé de simplement de ne pas étiqueter ces produits comme les produits de construction ou les peintures par rapport aux émissions de COV. Pour ces produits, on ne connaîtra pas les émissions, on mettra simplement en garde d'aérer la pièce quand on utilise ces produits. Est-ce qu'il y a des questions et les questions seront hyper courtes parce qu'on a déjà un tout petit peu dépassé. Farid, alors on va te donner le micro, Farid. Attends, on va te donner un micro, Farid. Donc, merci à Isabelle pour cet exposé intéressant. Moi, je voulais poser une question un peu générale. Concernant les effets indésirables de la pollution, on parle beaucoup du respiratoire, bien sûr, voix haute, voix basse. On parle un petit peu, pas mal aussi, sur les problèmes cardiovasculaires, un peu le cerveau, un peu la fertilité. On ne parle pas beaucoup de la peau. Le hasard a fait que j'ai été amené à m'intéresser à ça et je ne trouve pas beaucoup de publications. Est-ce que c'est parce que c'est anodin et qu'on considère que c'est pas trop méchant, ou est-ce que voilà, c'est le hasard et qu'on peut pas s'intéresser à tout à la fois, ou les dermatologues ne se sont pas intéressés suffisamment? Je ne peux pas te donner la réponse. On a des études sur soleil et peau. Il y a Oui. quelques études sur la fumée, mais très peu sur les polluants. Produits polluants. Je ne sais pas, puisque tu m'avais posé la question et que j'ai un peu cherché et que j'ai rien trouvé. Donc, j'ai eu la même question, Isabelle, et moi non plus. Vous n'avez rien trouvé. Alors, probablement, peut-être parce que les retombées... Peut-être il faut mieux chercher. Il faut peut-être chercher plus, mais les retombées, effectivement, d'un produit qui est pulvérisé sont peut-être relativement faibles et dans un volume proche de la personne qui pulvérise en général pas vers elle mais vers l'extérieur. Donc on peut imaginer que les retombées sur la peau soient insignifiantes. Je ne sais pas. On n'a peut-être pas été chercher. Je pense qu'on connaît assez mal le sujet. On ne connaît pas bien le sujet. Ouais. Mais oui, bien sûr, ce serait intéressant à savoir. Tout à fait.